maximum grâce au souffle de vie et que Dieu nous permet donc d'avoir chaque mercredi pour vous servir encore une fois de plus. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission de débat politique tout droit au but sur les ondes de la radio de l'innovation émettant sur la 106.8 FM. On va d'entrée de jeu faire un clin d'œil à toutes nos radios partenaires. De Zignaré en passant donc par Kaya, Wayugui à Koudougou, pour ne citer donc que ces villes-là. Comme tous les mercredis, nous recevons pour vous un homme politique, un leader d'opinion pour décrypter l'actualité d'ici et d'ailleurs en fonction donc de l'actualité brûlante. Et pour ce numéro, je reçois pour vous un ancien ministre de la fonction publique sous la transition. L'homme est un professeur agrégé donc de sciences politiques. Il est enseignant donc à l'université Ouagadougou. C'est pas tout parce que notre invité du jour était beaucoup connu donc sur le terrain de la société civile, mais depuis le 27 juillet dernier, on l'a revu donc avec une toute nouvelle casquette et cette casquette-là, c'est bien de la politique qu'il s'agit. Il a avec plusieurs de ses camarades créé le MPS, entendu par là, le mouvement patriotique pour le salut dont il a su donc la présidence. Vous l'aurez certainement reconnu, fidèles auditeurs et auditrices de cette émission. L'invité de cette semaine n'est tout autre que M. Augustin Loada. Avec lui, nous allons, durant donc le temps imparti à cette émission, aborder plusieurs sujets d'actualité, parmi lesquels on peut citer donc les questions sécuritaires avec à la clé l'attaque lâche du lundi 19 août qui a coûté donc la vie à une vingtaine de nos soldats, 24 au total selon donc les sources officielles. On parlera aussi donc dans cette émission, mesdames, messieurs, des déplacés internes chiffrés donc à 270 000 personnes qui sont répertorié donc par l'autorité compétente. Au menu également de cette émission, mesdames, messieurs, l'élection de 2020, faut-il la maintenir comme priorité vu le contexte actuel? Si oui, Augustin Loada sera-t-il candidat au nom du MPS? C'est autant de sujets qui ont retenu donc notre attention. Le menu étant énoncé, mesdames, messieurs, asseyez-vous confortablement pour écouter donc les réponses de notre invité du jour. Bonjour Monsieur Loada. Bonjour. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. À la réalisation de cette émission, vous avez Judith Zungrana pour vous servir. Je suis Lassina Ouedraogo. Alors professeur, le pays est en deuil, même si un deuil n'a pas été décrété. On ne peut pas entamer donc cette émission sans faire un clin d'œil à tout ce que nous avons perdu le 19 août dernier. Vous avez effectivement raison, le pays est en deuil. Plusieurs de ses fils sont tombés, l'arme à la main. Le MPS s'est exprimé déjà là-dessus. Nous avons présenté nos condoléances aux familles éplorées. Nous avons également condamné ces attaques terroristes et nous avons également exprimé notre indignation par rapport à cette situation sécuritaire qui ne cesse de s'empirer dans notre pays. Alors donc le MPS a pondu donc un communiqué de compassion à l'endroit de ces FDS, mais aussi donc à toute la nation entière. Donc on va parler à présent donc des questions sécuritaires et on aboutira certainement donc aux ambitions de votre parti politique. C'est l'actualité qui l'oblige, sinon on aurait dû commencer donc par l'actualité du MPS. Mais les auditeurs ont certainement donc reconnu que l'actualité nous oblige à parler de sécurité. Alors donc, le Burkina Faso frappait donc tout un détachement militaire. Alors vous, quand vous l'avez appris, quel sentiment cela vous a fait, puisqu'on parle de détachement militaire? Oui, nous avons exprimé notre sentiment d'indignation, de révolte, compte tenu de ce carnage qui vient à la suite également d'autres attaques qui ont endeuillé la nation du Burkina Faso. Et donc, comme l'avons dit tout à l'heure, ce sont des mots de compassion vis-à-vis des victimes et nous voudrions également exprimer nos interrogations, nos doutes par rapport à la politique sécuritaire qui est mise en œuvre dans notre pays dans la mesure où le Burkina Faso peine à obtenir des résultats concrets pour la sécurisation de la population. Alors vous parlez de doutes.
c'est quand même un mot trop fort pour un État qui est confié donc à un président et un gouvernement. Non, je pense que parler de doute, de mon point de vue, c'est exprimer de manière, je dirais, modérée son indignation profonde. Voilà. Parce que nous avons élu un président, nous avons mis en place un régime et le devoir de ce gouvernement, le devoir de ce président, c'est de protéger les Burkinabés. C'est un devoir pour lui. Il a à sa disposition l'appareil sécuritaire du pays. C'est lui le premier concerné, c'est le commandant en chef. Et naturellement, le peuple qui lui a donné un mandat pour garantir sa sécurité n'est pas satisfait des résultats et a parfaitement le droit de demander des comptes. Alors, vous parlez donc de demander des comptes, c'est-à-dire que vous embauchez là donc la trompette à un député de la mouvance présidentielle, le député Aziz Diallo de Dori, qui a dit que la population doit demander donc des comptes au gouverneur, mais aussi donc aux forces de défense et de sécurité. Pour lui, il estime que les moyens ont été donc arrachés dans les mains de plusieurs secteurs importants, notamment donc la santé et bien d'autres, pour allouer cela donc à la gestion donc de la situation sécuritaire, mais il n'y a pas de résultat. Alors donc, j'ai l'impression que vous avez en tout cas la même lecture. Bon, nous sommes censés Sauf que lui, il est de la majorité et vous êtes de l'opposition, comme vous l'avez dit. Je m'exprime comme citoyen ordinaire. Okay, c'est-à-dire que nous sommes dans un système démocratique. Le gouvernement est choisi par le peuple. Voilà. Et le gouvernement est choisi pour mettre en œuvre un certain nombre de dispositions qui rentrent dans le cadre des promesses qui ont été tenues. Les promesses, c'était entre autres garantir la sécurité à l'ensemble des Burkinabés. Voilà, ça c'est un devoir pour tout homme d'État, voilà, qui accède à la magistrature suprême. Par conséquent, les citoyens ordinaires s'attendent à ce qu'ils soient protégés. Et comme nous sommes dans un système démocratique et que c'est le peuple qui a choisi son président, c'est à lui et à lui seul qu'il doit demander des comptes. Bien entendu, le président a sous ses ordres, des hommes et des femmes à qui également il doit demander des comptes. Donc nous sommes dans un système démocratique, chaque acteur a son rôle à jouer. Je pense que c'est lorsque tous les acteurs jouent leur rôle que nous pouvons avoir des résultats probants. Alors, que dites-vous donc à ceux qui estiment que c'est un échec de la gouvernance Kaboré? Par conséquent, ils devraient donc rendre le tablier pour citer Ablassé Ouédraogo qu'il a dit hier. Pour lui, Roch est le problème donc du Burkina et Zéphirin Diabré en est un autre également en tant que chef de file de l'opposition politique. Je répète, nous sommes dans un contexte démocratique. Dans un contexte démocratique, le peuple choisit ses dirigeants. Je pense que le président a été élu pour un mandat de 5 ans. Voilà. L'élection, c'est un mécanisme de redevabilité, c'est-à-dire que si le peuple n'est pas satisfait, et je pense que c'est le cas, il n'est pas satisfait de la gouvernance Kaboré, par conséquent, il ne devrait pas réélire ce président-là dans la mesure où il a montré son incapacité à satisfaire les attentes du peuple. Voilà. Évidemment, entre deux élections, il y a des mécanismes intermédiaires de redevabilité. Je pense par exemple à des mécanismes parlementaires. Il appartient par exemple au Parlement de demander des comptes au gouvernement, puisque le gouvernement est censé être responsable devant le Parlement. Donc, il faut faire jouer les mécanismes démocratiques qui existent au lieu de chercher des solutions extra-démocratiques. Par conséquent, je pense que c'est le gouvernement qui voit sa responsabilité exposée devant la nation et devant en particulier les représentants de la nation. Et c'est à eux de demander des comptes à ce gouvernement. C'est à l'opinion aussi de demander des comptes à ce gouvernement. Et il me semble que c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui devrait se passer sans qu'on puisse crier... sans que cela ne puisse choquer ou indigner. Si nous sommes dans un système démocratique, il est tout à fait raisonnable que ceux qui ont un titre pour gouverner s'attendent à rendre des comptes. Alors, donc, vous parlez donc des solutions extra-démocratiques pour ceux qui demandent la démission du chef de l'État. C'est-à-dire que entre deux élections, une erreur de gouvernance ne peut pas conduire à la démission d'un chef d'État. Le président peut démissionner, mais de son propre chef. On ne peut pas la Constitution n'envisage qu'une seule possibilité. Je pense que, évidemment, si le président se rend coupable d'atteinte
à la Constitution, d'atteinte grave à la Constitution. Si évidemment le président voit sa responsabilité politique engagée sur un certain nombre de dossiers qu'on pourrait qualifier, je dirais, de crimes, évidemment, on peut tenter des solutions constitutionnelles pour le censurer. Mais ce n'est pas le cas. Je pense que le seul mécanisme qu'on peut faire jouer dans le contexte constitutionnel actuel, c'est de demander des comptes à son gouvernement. Puisque le président, il a à sa disposition un gouvernement qui est censé mettre en œuvre une politique qui est approuvée par ce président-là. Donc, je pense que des mécanismes existent. Il faut les explorer d'abord avant d'envisager des solutions qui ne sont pas prévues par notre Constitution. Si on ne veut pas créer une crise constitutionnelle dans ce pays qui n'en a pas besoin. Voilà. Alors, vous parlez donc de situations qui peut-être amener le chef de l'État à démissionner, mais on sait qu'en Afrique, généralement, donc, le pouvoir est tellement intéressant que les chefs d'État ou donc même les simples ministres qui sont incriminés dans certains dossiers refusent de démissionner. Est-ce qu'aujourd'hui, vu le fait qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont fermées, plusieurs milliers d'élèves aujourd'hui ne savent plus à quel sein se vouer, l'éducation de ces enfants-là, on peut dire qu'elle est ratée. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas également une faute lourde pour ceux qui ont la responsabilité de garantir l'éducation à ces enfants? Je peux considérer que effectivement la politique du gouvernement n'est pas satisfaisante, mais comme je l'ai dit, pour le président, dans le contexte actuel, la seule solution, c'est de ne pas le réélire. Voilà, donc je pense que son mandat arrive bientôt à expiration. Il appartient aux citoyens ordinaires de prendre leurs responsabilités. C'est un mécanisme démocratique, l'élection, qui permet de demander des comptes à ceux qu'on a déjà élus. Pour moi, ça ne coûte rien de patienter encore quelques mois, voilà, pour le président. Évidemment, la situation est différente en ce qui concerne son gouvernement. Je pense qu'à ce niveau-là, les députés devraient demander sérieusement des comptes à ce gouvernement. Les députés donc devraient demander sérieusement des comptes à ce gouvernement. Pendant ce temps, l'opposition politique, donc le parti du chef de file de l'UPC, donc l'UPC demande purement et simplement la démission de ce gouvernement dont vous demandez que les députés demandent des comptes. Alors on a vu un dialogue politique qui a réuni tous ces acteurs politiques-là, mais au finish, malgré donc les solutions, les propositions faites par tous ces acteurs, il a fallu une simple, bon, je ne vais pas dire une simple attaque, mais il a fallu en tout cas qu'il y ait un élément majeur pour toucher le Burkina Faso du plan donc sécuritaire, pour voir qu'il y a une véritable divergence entre ce qu'ils ont dit en 4 murs et la réalité des faits. Je voudrais d'abord constater que ce dialogue qui s'est noué au mois de juillet n'a mis aux prises que des représentants de la majorité et ceux de l'opposition affiliés au chef de file de l'opposition. Donc ce n'est pas un dialogue national en tant que tel, puisque les autres partis politiques qui ne sont pas affiliés au chef de file de l'opposition n'ont pas pris part à ce débat. Je fais observer également que les leaders de la société civile, les leaders religieux traditionnels n'ont pas pris part également à ce débat. Donc la portée de ce débat me paraît un peu limitée. Cela dit, ça ne signifie pas que les recommandations qui ont été formulées par les participants à ce dialogue ne sont pas intéressantes. Évidemment, la question de la mise en œuvre de ces recommandations me paraît cruciale. Sur le principe, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème à ce que les acteurs politiques dialoguent. La question, on le sait, dans le cas du Burkina, c'est la mise en œuvre par la suite des recommandations. Voilà. Et c'est là peut-être qu'il y a des insuffisances et on commence à le constater. Je pense que les recommandations qui ont été formulées dans le domaine de la sécurité, il y a peut-être des recommandations à court terme, mais probablement des réformes structurelles qu'il faut entreprendre pour véritablement venir à bout de cette insécurité-là. Alors, quand on fait des recommandations à l'issue donc d'un dialogue entre acteurs politiques, est-ce qu'il n'était pas important que, vu le drame qui a frappé le pays, ces mêmes acteurs se retrouvent, ou du moins aillent dans le même sens des recommandations qu'ils ont eux-mêmes écrites, en tout cas, et rendues publiques, que de faire des déclarations divergentes sur un même sujet connu de tous? Sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. Il me semble que dans l'une des conclusions de ce dialogue, il était question qu'il
il y ait une concertation régulière entre les forces politiques sur le chapitre de la sécurité. Effectivement, ce n'est pas seulement le Conseil de défense de la sécurité qu'il fallait réunir. Il me semble aussi que le dialogue doit être permanent au niveau des forces politiques sur cette question-là. Dans la mesure où nous sommes tous concernés, nous sommes tous frappés. Et donc, c'est une question nationale autour de laquelle, effectivement, devraient se retrouver tous les Burkinabés. Alors, donc, le Conseil de défense s'est réuni. Le chef de l'État a dit encore une fois de plus qu'un seul centimètre carré donc, de territoire ne sera pas cédé aux terroristes. Donc, on estime que c'est venant du chef de l'État. Bon, il ne devait pas le dire parce que même n'importe qui sait que le territoire de Burkina Faso n'est pas cédé à quelqu'un. Il faut parler donc au plus pressé que de tenir de tels discours. Non, je pense que c'est bon qu'il ait rappelé que nous ne devrions pas céder un seul pouce de notre territoire. Alors, en le disant, c'est comme si on connaît également donc, la revendication primordiale de ceux qui nous attaquent. Non, laissez-moi poursuivre mon raisonnement. Il me semble que c'est important que l'État prenne les dispositions pour qu'aucun centimètre carré de notre territoire ne soit cédé aux forces ennemies. Maintenant, il ne suffit pas de le dire. Il faut prendre les dispositions pratiques pour que, effectivement, l'armée, l'appareil sécuritaire ait une maîtrise complète de notre territoire. Et c'est là où nous attendons le chef de l'État. Ce n'est pas seulement des mots, nous voulons aussi des décisions concrètes qui sont suivies pour que, effectivement, notre appareil militaire soit suffisamment équipé, qu'il ait les informations nécessaires et qu'il ait aussi le commandement approprié pour venir à bout de ce phénomène terroriste-là. Parce qu'il me semble que ce sont là 3 éléments nécessaires pour que le Burkina Faso puisse sortir de cette spirale infernale. Alors donc, pour vous, le message, il est important, mais il n'est pas suivi donc d'actes. Alors, en termes de propositions concrètes, le chef de l'État parle encore une fois de plus de la réorganisation donc de l'armée. Est-ce qu'à cette étape, 4 ans, presque 4 ans donc de gestion du pouvoir d'État, aujourd'hui, depuis sa prise de pouvoir, on a été frappé donc à plein cœur à Capuchino. Si on parle toujours de réorganisation de l'armée, est-ce qu'on ne donne pas là quelques failles à nos adversaires qui nous attaquent? Je parle donc des terroristes. Cette réponse-là me paraît effectivement insuffisante parce qu'on ne peut pas, à ce stade, se contenter de proposer uniquement une réforme structurelle de l'armée. Bien entendu, cela s'impose et le MPS, dans son manifeste, l'a même indiqué. Il faut effectivement une réorganisation, une réforme structurelle de notre appareil sécuritaire. Mais il me semble qu'en dehors de cette réforme structurelle indispensable, il faut aussi prendre des dispositions nécessaires et pratiques pour doter nos forces de défense et de sécurité de l'équipement performant. Il me semble que sur le terrain, on a l'impression que nos forces de défense et de sécurité sont mal équipées par rapport à nos adversaires, par rapport à nos ennemis. Et donc, il faut effectivement que sur ce plan-là, l'assurance soit donnée au peuple burkinabé que tout est fait pour que nos soldats bénéficient des équipements les plus modernes, en tout cas capables de rivaliser avec nos ennemis qui sont en face. Nous l'avons dit également, et je pense que beaucoup d'acteurs l'ont souligné bien avant nous, le renseignement est nécessaire. Malheureusement, on constate que le plus souvent en Afrique, nos appareils chargés de collecter, de traiter l'information sont destinés beaucoup plus à alimenter des mobiles politiques que des mobiles tenant au bien commun, à l'intérêt général, à la protection de la population, de la nation. Donc il faut s'assurer, et c'est pour cela que je parlais de demander des comptes à ceux qui nous gouvernent, il faut s'assurer que toutes les énergies, toutes les compétences sont tournées vers le bien commun, vers la protection de la population et non vers d'autres objectifs. Ensuite, il me semble aussi que c'est important qu'on s'assure que ceux qui sont chargés de traiter, de collecter et de traiter ces informations-là sont des professionnels. Donc, il faut que les garanties soient données, qu'il y a de la méritocratie dans les recrutements, il y a de l'autonomie dans la prise de décision. Il faut s'assurer également que au niveau de ces services-là, il y a une collaboration efficace qui se noue avec les citoyens ordinaires, avec la population. Ce qui implique qu'il y ait une mise en confiance des citoyens ordinaires qui peuvent ou qui sont disposés à collaborer. Il faut qu'on respecte les droits de l'homme sur le terrain parce que si les gens ne sont pas respectés dans leurs droits, je ne vois pas comment ils pourraient collaborer, donner les informations qu'il faut pour permettre à nos forces de défense et de sécurité d'anticiper, de prévenir ce genre d'attaque.
Alors, revenons donc à l'attaque de Koutoukou, puisque vous avez touché un pan, en tout cas, de ce qui paraît, en tout cas, plus essentiel. Vous avez parlé donc de renseignements, comment une colonne, en tout cas, de terroristes sur des motos et même des voitures peuvent aller attaquer tout un détachement sans que le renseignement ne puisse, en tout cas, informer ce détachement-là pour qu'il puisse prendre, en tout cas, les mesures adéquates pour parer donc à ce que nous avons vécu. Bon, nous n'avons pas plus d'informations sur ce qui s'est passé, mais c'est quand même surprenant qu'à chaque fois, nous nous laissons surprendre. On a l'impression que ce sont nos ennemis qui sont plus renseignés sur nous que l'inverse. Donc, il va falloir prendre les dispositions. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais il me semble qu'en tant que citoyen ordinaire, c'est le constat qu'on peut faire. Chaque fois, nous nous laissons surprendre. Donc, il faut que les dispositions soient prises pour que ce soit nous qui surprenons nos ennemis et non l'inverse. Surtout que l'attaque a eu lieu donc au petit matin. Bon, voilà. Bref, mesdames, messieurs, on ne peut pas tout dire autour d'une émission d'une heure sur le drame qui a frappé donc le Burkina Faso le 19 août dernier à Koutoukou, où nous avons perdu en tout cas 24 de nos vaillants soldats. Que leur âme repose en paix. Mesdames, messieurs, vous venez donc de nous prendre en cours. Vous êtes à votre émission hebdomadaire tout droit au but sur les zones de la radio de l'innovation émettant sur la 106.8 FM. Et pour ce numéro, je reçois pour vous un invité politique, le professeur Augustin Loada. Avec lui, nous abordons donc les sujets de l'actualité. Nous avons débuté donc par les questions sécuritaires. Nous allons dans un bref temps parler donc de son parti, le MPS. Mais avant, professeur Augustin Loada, en un mot, comment vous appréciez la gestion du pouvoir d'État du président Kaboré quand on se réfère un peu aux idéaux de l'insurrection? Nous avons fait le constat dans le manifeste du MPS que, au lendemain, d'abord, constater que l'insurrection, c'était quand même un moment fort dans l'histoire récente de notre pays. Les Burkinabés se sont insurgés, pas seulement contre l'article 37 de la révision de l'article 37 de la Constitution, il me semble qu'ils se sont insurgés aussi contre un système de gouvernance, voilà, avec bien entendu ses tares, ses insuffisances. Voilà. Et donc, il y a des aspirations profondes qui ont été exprimées sur des changements profonds, sur une rupture en ce qui concerne le système de gouvernance. Voilà. Évidemment, la transition, comme on a pu le constater, avec ses forces, ses faiblesses, avec ses contraintes, elle n'a pas pu concrétiser toutes ses aspirations au changement. D'ailleurs, beaucoup de gens disaient que la transition n'avait pas la légitimité pour entreprendre un certain nombre de réformes. Donc, il appartenait, en tout cas, au régime qui prendrait la suite. Il appartenait au pouvoir qui a été élu, choisi par les Burkinabés, la majorité des Burkinabés en tout cas, de concrétiser ses aspirations au changement. Voilà. Plus de, je dirais, pratiquement 4 ans après, nous constatons que les Burkinabés ne sont pas satisfaits de la situation. Il suffit de regarder toutes les enquêtes d'opinion qui se font. Il suffit de parler aux Burkinabés dans la rue, dans les services, dans les bureaux. On constate tout simplement que les Burkinabés ne sont pas satisfaits par rapport à ces aspirations au changement. Et donc, il appartient au peuple burkinabé d'en tirer les conséquences. Est-ce qu'ils veulent continuer à revivre cette même situation, 5 ans encore, ou est-ce qu'ils veulent, donner la chance à d'autres équipes de capitaliser les acquis obtenus jusqu'ici et de transformer concrètement les aspirations qui ont été exprimées. Voici la question fondamentale qui se pose au peuple burkinabé. Alors, donc la question fondamentale, elle est connue. On en parlera donc avec ce que vous avez à offrir, donc à proposer au peuple burkinabé afin qu'il vous fasse confiance pour relever donc les défis et que vous énoncez. Mais la dernière question qui concerne en tout cas les questions de sécurité, je m'en voudrais ne pas vous poser cette question, c'est celle donc des déplacés internes. On parle de 270 000 répertoriés de façon officielle. Interne, je dis bien. Oui. Alors, c'est quand même fort. Oui, malheureusement, effectivement, cette situation insécuritaire, cette situation de l'insécurité a entraîné des conséquences dramatiques, dont notamment ces déplacés dans leur propre pays,
Et c'est pas tout. Il y a aussi toutes ces écoles qui ont été fermées, ces centres qui ont été fermés, centres de santé qui ont été fermés. Et il y a tout simplement toute l'activité économique, agricole, commerciale qui a été, je dirais, mise sous boisseau à cause de cette situation de l'insécurité. Et pour revenir effectivement aux réfugiés, aux déplacés, c'est une situation dramatique. Nous devrions exprimer notre solidarité vis-à-vis de ces personnes déplacées. C'est une question que nous avons soulevée au niveau du MPS. Nous avons demandé aux uns et aux autres de nous exprimer leurs propositions pour voir comment concrètement nous allons manifester cette solidarité agissante vis-à-vis de ces personnes déplacées-là. Et c'est un devoir pour tous les Burkinabés parce que nous sommes tous concernés. À chaque fois qu'un Burkinabé est touché, un Burkinabé est obligé de fuir son village pour se réfugier ailleurs. Voilà, c'est une consternation nationale, on va dire. Alors, donc, on va maintenant parler de votre mouvement politique, le mouvement patriotique pour le salut, qui est venu donc le 27 juillet 2019. Et vous avez choisi donc Tenkodgo pour le lancement. D'abord, le symbole Tenkodgo, c'est quoi pour vous? D'abord, nous avons voulu délocaliser l'événement. En réalité, il s'agissait d'un atelier de planification stratégique que nous prévoyons à Tenkodgo. Vous savez très bien que dans notre pays, il y a une tendance à centraliser tout à Ouagadougou. Et pour notre cas, nous avons voulu innover en décentralisant l'événement, en tout cas délocalisant l'événement, en l'organisant ailleurs. Et c'est pour cela que nous avons choisi Tenkodgo pour des raisons aussi liées au fait que nous avions bénéficié de facilités pour la tenue de cet atelier et nous avons voulu, puisque c'était la première sortie officielle de notre parti, greffer à cet atelier de planification stratégique un lancement officiel. Qui était organisé par qui, cet atelier? Oui, par nous-mêmes. C'était la première fois puisque nous avions, le récépissé a été délivré le 2 juillet 2019. C'était la première fois que les membres du secrétariat exécutif se réunissaient. Et donc nous avons voulu réunir les membres de ce secrétariat-là pour dire où est-ce que nous allons et comment nous y allons, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour résoudre un certain nombre de problèmes stratégiques pour permettre au MPS de se hisser assez rapidement au pouvoir d'État. Donc c'est ce qui a justifié donc pour vous le lancement à Tenkodgo. Alors dès le lancement, on a eu l'impression, encore cette question, que c'est les acteurs principaux de la transition qui sont donc qui ont goûté un peu aux délices du pouvoir, qui veulent revenir en 2020 en passant donc par un parti politique créé. La preuve, l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida est votre président d'honneur. Je vais répondre à votre question, mais je voudrais, permettez-moi de faire une observation sur la conception du pouvoir qui se trouve en arrière-plan de votre question. Vous parlez de pouvoir en termes de délices. Nous parlons de pouvoir en termes de services rendus à la nation, en termes de services rendus à la patrie, services rendus au peuple. Parce que pour nous, la politique, c'est pas les délices. C'est pas non plus les coups bas, les coups en dessous de la ceinture. Non. Pour nous, c'est tout simplement l'expression, je dirais, d'une forme de charité vis-à-vis d'autrui. Parce que ce qui nous concerne au plus haut point au MPS, c'est comment résoudre les problématiques qui se posent à notre pays. Nous avons parlé tout à l'heure de l'insécurité. Vous avez parlé des déplacés. Nous avons parlé de ces centres de santé qui sont fermés, des écoles, etc. Pour nous, c'est ça la politique. Et c'est notre conception de la politique. C'est exactement ce que disent tous les acteurs politiques. Non, je suis désolé. La preuve, puisque vous parlez de délices, ça veut dire que il y a des acteurs politiques effectivement qui parlent de pouvoir en termes de délices, mais il y a aussi des médias, des journalistes, puisque parfois c'est eux qui mènent le débat, qui ont une conception de la politique qui se résume à, je dirais, des conceptions néo-patrimoniales. Et justement, c'est sur ces questions-là que nous revenons dans notre manifeste. Nous disons, pour que ça change dans ce pays-là, il faut qu'on travaille à dépatrimonialiser les conceptions, les représentations du pouvoir, l'expression politique, mais aussi les pratiques politiques. Donc, permettez-moi d'insister, ce sont des principes et des valeurs qui nous sont chers au MPS. Ensuite, le deuxième volet de votre question, est-ce que le MPS, c'est, je dirais, un parti des transitaires, entre guillemets? Voilà. J'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit non. La preuve, il suffit de regarder en face de nous
ceux que nous critiquons, ceux qui ont montré leurs limites jusque-là, il y a des acteurs de la transition. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas d'accord avec, nous ne sommes pas tous d'accord, quand bien même nous avons participé à un même mouvement. Donc il n'y a pas que des acteurs de la transition au sein du MPS, il y a des acteurs aussi qui n'ont pas participé de manière, je dirais, proéminente au processus de transition et qui se retrouvent avec nous. Donc c'est un parti qui est ouvert à tous les talents, à toutes les compétences, tous ceux qui veulent en tout cas apporter leur contribution pour changer la politique, pour changer la conception de la politique et se focaliser sur les solutions à apporter aux problématiques qui se posent au peuple burkinabé. Ces gens-là, nous les invitons à venir au MPS, qu'ils aient été de l'autre côté, je dirais, de... L'ancien régime. Voilà. Mais quand même, professeur, on sait que vous tentez de nous faire comprendre que du côté de la transition, ou du moins dans sa gestion, il y a ceux que vous critiquez aujourd'hui qui sont avec le pouvoir en place. Mais la vérité, c'est que aussi, sous la transition, chacun avait son bord. Oui, mais je ne le conteste pas cela. Je suis parfaitement... Est-ce que ceux qui avaient le bord du MPP, ceux qui sont avec le MPP aujourd'hui, que vous critiquez parce que vous n'y êtes pas? Et ceux qui sentent un peu sur le carreau, ceux que vous avez récupérés, il y a le ministre de la Jeunesse qui est avec vous, il y a Hervé Ouattara qu'on a connu également pour ces critiques acerbes. Non, tous ceux qui étaient bouillants sont avec vous. Laissez-moi clarifier. Le fait que je dise que le MPS ne se réduit pas aux acteurs de la transition ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'acteurs de la transition. Bien entendu, il y a des acteurs de la transition, mais il n'y a pas que ça. C'est ce que je veux dire. Voilà, évidemment, vous savez très bien que j'ai été ministre de la fonction publique de la transition. Effectivement, il y a des vice-présidents, il y a des responsables au sein du MPS qui ont joué un rôle important lors de la transition. Mais il n'y a pas que ça. Voilà. Il n'y a pas que ça. Oui. Et je vous pose donc la question. Oui. Professeur, est-ce qu'il y a nécessité aujourd'hui d'aller à l'élection présidentielle de 2020 vu le contexte que connaît le Burkina Faso? Bon, c'est une exigence constitutionnelle. Voilà, c'est une exigence. Moi, je pense que si on ne veut pas ajouter de la crise à la crise, essayons de respecter les règles du jeu jusqu'au bout. Maintenant, si on n'a pas pu respecter les règles du jeu jusqu'au bout, maintenant, on avisera. Donc, il ne faut pas commencer par dire on va, des solutions extra-constitutionnelles. Moi, je trouve que c'est un peu l'incertitude. Et donc, il vaut mieux travailler à ce que ces élections-là se tiennent pour ne pas ouvrir la porte à d'autres situations encore potentiellement dangereuses. Ce qui motive cette question, c'est que, c'est connu de tous, il y a des zones aujourd'hui infranchissables par l'État burkinabé. Comment y installer des urnes pour que les populations puissent voter? C'est ça également qui est question. Ce sont des questions pratiques qui vont se poser probablement sur le terrain. Je pense que le défi est connu. Il appartient à l'État, au chef de l'État, à son gouvernement, de prendre la mesure de la gravité de la situation et j'ai envie de dire d'arrêter de s'amuser, entre guillemets. Parce qu'on a l'impression que nous sommes en guerre, mais nous voulons faire la guerre à mi-temps, comme un étudiant ferait un travail à mi-temps pour compléter sa bourse. Non. Soit on est en guerre, soit on n'est pas en guerre. Donc il faut tourner toutes les énergies, toutes les ressources pour bouter hors de notre territoire ces groupes terroristes-là. Mais aujourd'hui, même les autorités ne reconnaissent pas que nous sommes en guerre. Bon, il y a un problème. Il y a un problème. Pour moi, ce ne sont pas les mots, ce sont les actes. Je veux dire par là qu'il est important que toutes les énergies, toutes les ressources, tous les talents, toutes les compétences soient mobilisées dans ce dessin-là. Pour moi, c'est le seul objectif stratégique qui me paraît vraiment important. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de développement. Et même ceux qui pensent qu'ils s'en sortent, mais ils ne pourront pas jouir de leurs fruits, puisque sans sécurité, on ne peut rien faire. Donc c'est important que cette question-là soit prise véritablement au sérieux. Mais on n'a pas cette impression, il me semble. Alors, à supposer même que l'élection ait lieu en 2020, est-ce qu'on aura le professeur Augustin Loada porter donc les couleurs du MPS? Bon, j'ai déjà répondu à cette question. Pour nous, pas ici. Voilà, pas ici. Bon, mais je vais redire la même réponse. Pour nous, le temps actuel, ce n'est pas le temps des élections. Lorsque ce temps va se rapprocher,
nous allons vous donner une réponse à ce sujet-là. Mais c'est clair que le MPS va présenter un candidat à l'élection présidentielle. Il va présenter des candidats aux élections législatives. Il va en présenter également pour des élections municipales parce que c'est sa vocation. Un parti politique a pour vocation, en tout cas dans un système démocratique, il a vocation aussi à rechercher le soutien de la population par le biais des élections. Et le MPS, il fera ce qu'il devra faire. Alors, on estime aussi que derrière le choix de votre président d'honneur, Yacouba Isaac Dida, au nom donc de ce parti, il pourrait également... J'ai dit, il n'est pas derrière, il est avec nous. Voilà. Il est avec vous, voilà. Donc estime que vous êtes là pour baliser le terrain pour qu'il vienne être le candidat légitime du MPS, vu donc son passé politique. Et alors? Non, mais vous nous répondez. Non, mais c'est pas, je vous ai dit, c'est pas encore le moment. Donc, je préfère qu'on parle d'autre chose, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est un militant du MPS. Si le MPS veut présenter sa candidature, moi, je ne vois pas de difficulté. Mais j'estime que c'est pas le moment d'en parler. Voilà. Alors donc, on peut comprendre que ce n'est pas exclu que Yacouba Isaac Dida. Mais avant, il faut qu'il rentre au pays. S'il doit se présenter à l'élection présidentielle, il rentrera. Et les conditions pour qu'il rentre? C'est acheter un billet d'avion et puis venir au Burkina. Quand est-ce qu'il veut? Quand il décidera. Alors donc, on sait qu'il y a lui qui est président d'honneur du MPS, il y a Blaise Compaoré qui est président d'honneur du CDP. Oui. Comme quoi les présidents d'honneur sont tous en exil. Yacouba Isaac n'est pas en exil. Il n'est pas en exil. Voilà. Il n'est pas en exil. Il n'est pas en exil. Il a expliqué pourquoi il est hors du pays. Voilà, mais voilà, il n'est pas en exil. Il est au Canada. D'exil. Pourquoi? Puisqu'il n'est pas libre d'entrer au pays, il craint pour sa sécurité. Voilà, bon, d'accord. Quels sont vous, en tant que juriste, dites-nous exactement ce qui... Je vais revenir là-dessus. Ce qui justifie que quelqu'un peut être hors de son pays et il veut rentrer mais n'arrive pas à rentrer. Comment on appelle cette expression-là? D'accord, je vais revenir là-dessus. Mais je voudrais rappeler que il y a de nombreux Burkinabés qui sont à l'extérieur. Voilà, nous sommes... Enfin, ils sont des millions qui vivent à l'extérieur. Oui, mais pas dans les mêmes conditions. Ils n'ont jamais été députés ni ministres. Voilà. Et donc, vous posez là une question fondamentale. Quelqu'un qui a pris des risques, quelqu'un qui a pris des risques pour son pays, quelqu'un qui a servi son pays comme chef d'État, qui a servi son pays comme Premier ministre, voilà. Est-ce qu'il devrait craindre pour sa sécurité parce qu'il a pris des décisions en tant que chef d'État, en tant que Premier ministre? Est-ce que vous trouvez normal qu'il craigne pour sa sécurité pour avoir exercé ses fonctions de chef d'État, ses fonctions de Premier ministre? Moi, je trouve ça anormal que dans un pays, on ne puisse pas garantir la sécurité de quelqu'un qui a occupé ces fonctions aussi éminentes, quelqu'un qui a pris des risques pour le peuple burkinabé. Voilà. Ça, c'est une anomalie. Mais voilà. Il y a eu des précédents, professeur. Vous avez été ministre de la fonction publique. Oui. On a vu tous les discours qui ont été distillés sur le régime que vous avez remplacé, parti donc par la rue. Aujourd'hui, la roue étant tournante, vous avez un des vôtres qui est dans la même condition que l'ancien président Blaise Compaoré, dont beaucoup de sondages... C'est pas exactement la même chose. C'est pas exactement la même chose. Évidemment, j'entends des gens dire « Ah oui, comme Zida, il a joué un rôle important lors de l'insurrection, et il semble que moi, je mets l'accent sur l'insurrection, je ne parle pas du putsch, etc. » Je pense que ça, c'est une mauvaise lecture des discours que j'ai tenus à Tinkoto. Et votre micro me permet de clarifier mon propos. Jamais je n'ai dit qu'il faut une amnistie sans condition ou une amnistie sélective dans ce pays. J'ai simplement rappelé les résultats d'une enquête par sondage Afrobaromètre et ça c'est vérifiable. Voilà. J'ai dit simplement que la majorité des Burkinabés souhaitent qu'on tourne la page de l'insurrection. Voilà, c'est ça que j'ai rappelé. Voilà. Ensuite, j'ai dit, personne dans ce pays, qu'on ait été chef d'État, Premier ministre, qu'on ait été simplement citoyen ordinaire, personne ne devrait être inquiété si, on lui garantit qu'il y a une présomption d'innocence qui sera respectée. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas prouvé la culpabilité d'un individu,
il est présumé innocent. Voilà. Moi, je constate que dans certains cas, au Burkina Faso, on est présumé coupable et on demande à l'individu de prouver qu'il est innocent. Donc, j'ai tenu à rappeler le principe. Présomption d'innocence. Et quand je le dis, ça ne vaut pas simplement pour Yacouba Isaac Zida. Ça vaut pour vous, journalistes, qui vous pouvez vous retrouver un jour à la sûreté pour avoir tenu des propos sur les questions sécuritaires parce qu'il y a un nouveau code pénal qui a été... Voilà. Donc, c'est pour tous les Burkinabés. Le principe de présomption d'innocence, il doit être respecté. Voilà. Deuxièmement, j'ai dit, si quelqu'un doit être entendu dans ce pays-là par la justice, il faut que ce soit une justice impartiale et une justice indépendante. Et la troisième chose que j'ai ajoutée, c'est j'ai dit le respect de la dignité de l'être humain. Et là aussi, ça ne vaut pas seulement pour Yacouba Isaac Zida, ça vaut pour tous les Burkinabés. C'est-à-dire que quand vous êtes arrêté, on doit présumer que vous êtes innocent et parce que vous êtes un être humain, on doit vous traiter avec respect. Parce qu'il se peut que vous soyez déclaré par la suite innocent. Voilà. Donc, on n'a pas à maltraiter les gens, on n'a pas à bafouer la dignité des gens. C'est des principes que j'ai rappelés parce que nous voulons construire une société démocratique. Dans notre manifeste, nous l'avons indiqué. Voilà. Voilà, on ne va pas allumer donc le couteau dans la plaie. Non, il n'y a pas de plaie et il n'y a pas de couteau. C'est des principes constitutionnels que nous rappelons. Puisqu'on on a tous suivi donc, la transition. Yacouba Isaac Zida, en tant que Premier ministre, avait certainement également le pouvoir de faire rappeler aux Burkinabés qu'il ne faut pas condamner les gens avant qu'ils ne soient donc entendus. Mais on a eu, en tout cas, ce qui est constaté de voir, c'est que des gens sont condamnés avant même d'être devant la justice. Condamné par qui? Sous la transition, par l'opinion et même par les acteurs politiques. Bon, donc y compris Yacouba Isaac Zida lui-même et certains gestionnaires donc, de la transition. Moi, je ne dis pas... À travers donc les discours. Non, je ne dis pas... Est-ce que ce n'est pas cela également? Oui, mais la transition est passée. Voilà. Nous sommes aujourd'hui donc... Voilà, moi j'ai dit... Post-transition. Voilà, moi c'est pour ça que j'ai dit vos histoires d'insurgés, de transition. Voilà, laissons ça. Voilà. Donc nous voulons construire une société nouvelle. Nous voulons construire une société nouvelle. Nous voulons que les choses changent. C'est vrai, il faut tenir compte de notre histoire. Mais je dis, regardons en avant. Moi, c'est ce que, à la sortie de la transition, quelqu'un m'a dit. Il faut regarder devant toi. Laisse... Voilà. Plus rien ne sera comme avant. Bon, c'est un projet. C'est un projet. Il appartient à tous les acteurs qui aiment ce peuple-là à travailler, à transformer concrètement ce slogan-là en réalité. Voilà. Alors, donc, le projet pour le MPS en 2020, s'il prend donc le pouvoir du point de vue de la sécurité, qu'est-ce que vous allez proposer? Bon, j'ai parlé de réforme structurelle de l'armée. Voilà. Il faut réorganiser notre appareil sécuritaire. Cela suppose évidemment de renforcer sa capacité opérationnelle en le dotant, je dirais, du matériel le plus performant qui est susceptible d'être à notre portée. Ça, c'est un niveau des équipements. Nous avons dit également que le renseignement, c'est quelque chose de fondamental. J'ai énoncé un certain nombre de principes. Avec le MPS, nous allons nous assurer que ces principes-là sont respectés. C'est-à-dire que, nos services de renseignement doivent servir le peuple burkinabé. Voilà. Ils doivent être orientés vers le bien commun et non vers la protection des individus, fussent-ils des individus politiques, éminemment politiques, etc. Donc, ça c'est un. Nous avons dit également, il faut que il y ait aussi du professionnalisme à ce niveau-là, pas seulement au niveau des services de renseignement, mais aussi au niveau des forces de défense et de sécurité. Ce qui suppose recrutement méritocratique, formation, ça suppose aussi qu'on leur donne l'autonomie aussi nécessaire pour conduire véritablement ces services, ces appareils-là. Et nous avons dit également, c'est important aussi qu'au niveau du leadership, que ce soit le leadership politique, que ce soit au niveau militaire, la qualité du commandement est cruciale. Nous avons également, et vous me permettez d'insister sur la question, parler de gouvernance de la sécurité. Il faut nous assurer que, par exemple, les efforts qui sont consentis par la nation, ces efforts-là sont efficaces.
Hein. Il faut regarder tous les abus, tous les dysfonctionnements susceptibles de gripper notre appareil sécuritaire et faire en sorte que ces abus, ces dysfonctionnements-là disparaissent pour qu'il y ait une qualité irréprochable au niveau de la gouvernance du secteur de la sécurité. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne veux pas d'histoire, je ne veux pas de problème, mais c'est clair que si l'appareil sécuritaire fonctionne comme je vois au niveau de notre appareil civil, la fonction publique, c'est clair qu'il y aura des difficultés opérationnelles. Voilà. Et il n'y a pas que la réponse militaire. Bien sûr, la question des équipements, la question du renseignement, la question du commandement, ce sont des questions militaires. Mais je dois rappeler aussi que pour vaincre le terrorisme, il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous ces efforts que nous devrions faire pour renforcer les mécanismes de régulation des conflits parce qu'on a constaté que depuis quelque temps, les groupes terroristes essaient de surfer, ils essaient de capitaliser sur les conflits communautaires pour exacerber la situation. Donc il faut que nous soyons capables de renforcer la résilience de nos communautés, la résilience de nos sociétés en renforçant les mécanismes de régulation des conflits. Il faut qu'on regarde aussi le comportement des agents, des représentants de l'État sur le terrain. Parce que parfois aussi, ça ne fait que compliquer la situation. Il faut que le comportement de nos troupes sur le terrain soit exemplaire. Il faut que le comportement de nos forces, je dirais, paramilitaires, que ce soit les policiers, que ce soit les eaux et forêts, etc. Il faut que ces comportements-là soient exemplaires pour ne pas alimenter, pour ne pas donner prise à une manipulation par les groupes terroristes. Donc vous voyez que la question de la gouvernance, c'est une question qui est clé dans la sécurisation. Bien sûr, il faut une réponse militaire, mais il y a aussi des réponses politiques en termes de renforcement de la qualité de la gouvernance qu'il faut apporter dans le secteur de la sécurité. Alors, donc, on nous fait signe qu'il nous reste 5 minutes. On a encore un autre sujet sur le dossier du putsch, mais on va vous permettre également de nous donner également des esquisses de solutions pour la relance économique si le MPS est porté donc à la tête de la nation en 2020. Bon. Je pense qu'un préalable, c'est la sécurisation. Parce que nous l'avons dit, dans un contexte comme celui-là, s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement. Donc c'est important de restaurer, je dirais, la sécurité dans notre pays, sans laquelle il n'y a pas d'initiative aboutie en matière de développement. Je pense aussi qu'il faut travailler à réformer structurellement notre économie, pour que cette économie-là soit capable de créer des emplois pour nos jeunes. Parce qu'actuellement, comme perspective, il n'y a que la fonction publique, alors que nous savons très bien que les opportunités d'emploi de la fonction publique sont limitées par rapport à cette demande exponentielle d'emploi. Donc il faut travailler à transformer structurellement notre économie pour qu'elle puisse permettre à ces jeunes-là de montrer de quoi ils sont capables lorsqu'on leur confie des emplois. Voilà donc... on va également vous poser une question sur le MTT que vous avez donc porté sur les fonds baptismaux, qui était une société civile. Aujourd'hui, MPS, parti politique, professeur Louada, président du MTT, professeur Louada, président donc du MPS, aujourd'hui le MTT, qui est le nouveau président ou bien c'est toujours le statu quo? Voilà, j'ai dit, je redis, je répète et je rabâche. Je me suis délesté de tous mes mandats de la société civile. Voilà. J'ai pris une option, celle de diriger un parti politique. Donc, j'ai laissé tomber le MTT. Okay. Il y a un nouveau responsable, c'est le docteur Traoré Mamadou, qui est chercheur à l'INS. Okay. Voilà. Peut-être qu'il ne fait pas beaucoup de bruit, mais il a pris le relais du professeur Louada. Alors donc, dernière question sur le MPS. Le MPS aujourd'hui, mis sur les fonds baptismaux le 27 juillet, quelle est sa valeur réelle sur le terrain? Sa représentation en tout cas, on va parler donc en termes de provinces, les 45 provinces, vous êtes suffisamment implantés, vous avez donc de l'espoir pour faire un véritable maillage du territoire avant 2020, pour essayer de glaner en tout cas le nombre de voix. Je n'ai pas une baguette magique qui me permettrait au MPS, après un lancement le 27 juillet 2019, de se retrouver structuré sur l'ensemble du territoire national. C'est un projet, c'est une ambition, elle est en cours de concrétisation. Alors donc, plus qu'une minute pour terminer, le temps passe vite. Le dossier du putsch, lui, il tire à sa fin.
avec donc la plaidoirie du général Djibril Bassolé, souffrant, qui peine donc à trouver une autorisation pour aller se soigner hors du pays. Mais on ne parle pas donc de sa santé, on parle donc du point de vue de la tenue de ce procès en tant que juriste. Comment vous avez apprécié un peu les différentes péripéties de ce procès marathon? Non, donc vous avez été également victime. Je préfère parler comme citoyen ordinaire. C'est la preuve que... Bon, un peu de frustration parce que c'est la preuve qu'on peut avoir justice sans vérité. Et c'est l'impression qu'on a vers la fin de ce procès. Bon, c'est ce que je peux dire, quoi. Voilà. On va avoir donc la justice, mais on n'aura pas la vérité. Il me semble. Certains acteurs donc n'ont pas eu le temps, ou du moins n'ont pas eu la convocation pour comparaître, pour faire paraître la vérité, ou bien c'est les accusés eux-mêmes qui... Non, moi j'ai l'impression que certains n'ont pas dit la vérité. Les accusés? Il me semble que certains ont dit la vérité, d'autres se sont arrangés un peu avec la vérité. Un autre sujet intrus qui s'invite à l'émission, c'est la fronde sociale. Professeur, en tant que fonctionnaire, en tant qu'ancien ministre de la fonction publique, le Burkina Faso aujourd'hui fait face donc à une fronde sociale. Aujourd'hui, on a l'impression que les médias sont fatigués d'en parler, mais du point de vue de la santé, il y a une grogne. Les GRH, il y a une grogne, les dossiers ne sont pas traités, mais c'est comme si de rien n'était. Bon, c'est le reflet de la gouvernance actuelle. Sous la transition, les choses n'étaient pas simples aussi. Mais il y avait un dialogue que nous avons noué avec succès avec les syndicats. Moi, j'étais ministre de la fonction publique. Il y avait des syndicats qui me fatiguaient, entre guillemets, quasi quotidiennement. Mais bon, on fait ce qu'on peut. C'est-à-dire qu'avec les syndicats, il faut d'abord les respecter parce que ce sont des gens qui tiennent absolument à ce qu'on les respecte comme partenaires. Et ensuite, si on discute, si on se met d'accord sur voilà, des conclusions, il faut travailler aussi à les mettre en œuvre. Je pense que ce sont des acteurs qui tiennent à ce que la parole soit tenue. Bien sûr, ce sont des Burkinabés qui sont informés des limites de l'appareil d'État. Ils savent qu'ils peuvent faire des sacrifices, mais ils demandent à ce que ces sacrifices-là soient étendus à tous les gouvernants, pas seulement aux fonctionnaires. Moi, il me semble que c'est ce que je peux retenir comme leçon de ce déficit de confiance, de dialogue entre les syndicats et le gouvernement actuel. Alors, nous sommes au thème donc, de cette émission. Juste en 5 secondes, votre mot de fin pour qu'on puisse clore également donc, le temps. Je disais, je le répète, le MPS, c'est un parti qui est ouvert à tous les talents, à toutes les compétences. Et donc, tous ceux qui veulent contribuer à bâtir un Burkina meilleur, ils sont les bienvenus au MPS. Et nous les attendons. C'est sûr donc ces propos du professeur Loada. Je vous rappelle donc qu'il était l'invité de cette émission de ce mercredi 21 août 2019.